Okay, it's 7, so let's begin. So, welcome everyone. Thank you for attending today's Gutsy Learning Series event on understanding your diagnostics in IBD. My name is Rashane, and I am the Manager of Research Grants, Impact Communication and Evaluation at Crohn's and Colitis Canada, and I will be the moderator of the event today. So, before we kick things off, let's go over some updates and technical details. So, the session is offers audio and video in both English and French. Select in the menu bar below, you can see that there's the world icon with the word interpretation. Fenêtre With the Zoom, label vous verrez un interpretation. So if petit you click globe that, you avec le can mot select your language interprétation. of choice. Vous So it pouvez could be cliquer French or là-dessus et English. sélectionner la And langue de at the votre top, you'll choix. actually also see two tabs, En French and haut, English. So you can vous again pouvez click the voir tabs of aussi your choice. deux onglets, If you l'écran de encounter any français et technical l'écran issues, de try anglais. refreshing your Donc ça, website c'est browser pour or voir restart your les webinar. diapos en anglais ou en Alternatively, you can français. also share any concerns in the Q&A Vous box, pouvez and nous we'll try our parler de vos best to get to problèmes you during the techniques session. dans la boîte de clavardage et nous pourrons vous aider. Next, I'd like to acknowledge the rich history and J'aimerais culture of Canada's reconnaître Indigenous people. l'héritage While we riche meet des today on a peuples virtual autochtones du platform, we Canada. recognize the Nous sommes importance sur of une the lands plateforme on which we call virtuelle, mais nous home. reconnaissons From l'importance des coast to coast terres to que coast, chacun de nous we appelle chez acknowledge the soi. ancestral D'un and océan à unceded l'autre, nous territories reconnaissons of le all the Inuit, territoire ancestral et non First cédé de Nations tous people les who Inuits, call this métis et their home. membres des Premières Nations qui Through this considèrent cette terre comme acknowledgement, leur we chez-soi. express respect for the Avec traditional cette territories and reconnaissance, traditions nous of the exprimons land notre and respect contribute to des the promotion of communautés autochtones et nous reconciliation. contribuons à la réconciliation. Next, I'd also like to issue a disclaimer. J'aimerais The également content vous presented in this énoncer presentation from un Colitis avis de Canada is non-responsabilité. Cette intended solely présentation de for Crohn et Colite educational Canada est destinée à purposes. des fins While the éducatives information seulement. holds general value, Sa it is nature not générale ne permet applicable pas to de specific l'appliquer à des medical situations conditions. médicales précises. Online resources Les should ressources not en ligne ne be a remplacent pas le substitute for jugement et les soins personalized judgment and personnalisés d'un care professionnel de la santé provided by a qualifié. trained healthcare Crohn professional. et Colite Canada Crohn's and n'endosse aucun Colitis Canada produit does ou not endorse service any external externe product or mentionné service pendant le mentioned in this webinaire. webinar. For those of you joining us for the first time, Pour ceux allow qui me se to joignent à share nous Crohn's pour and la Colitis première fois, Canada's commitment with you. je partagerai Our l'engagement de organization is dedicated to Crohn et Colite discovering a cure Canada. for Crohn's C'est de disease and trouver les ulcerative remèdes contre la colitis. maladie de Crohn et la Through colite research, ulcéreuse et améliorer la education, qualité de awareness, vie and de toutes les advocacy, personnes our touchées par ces organization maladies. strives to Avec la enhance the recherche, lives la of everyone mobilisation affected et by la this défense disease. des intérêts, nous aidons les gens qui sont affectés par la maladie de Crohn et Next, I colite. want to briefly go over some programs that are available J'aimerais for vous our parler brièvement de for programmes our qui sont community. So disponibles pour notre if you are communauté. someone or you know someone living with Si Crohn's vous disease êtes or ulcerative quelqu'un ou colitis, connaissez quelqu'un qui we vit invite avec you to la maladie de explore our Crohn ou de Crohn's and colite Colitis Connect ulcéreuse, nous vous platform. invitons à aller This sur is notre essentially an online plateforme community Crohn that et colite offers everyone for connect.ca. C'est une individuals who live communauté où experience les opportunity to individus avec des engage expériences with each vécues other peuvent about partager challenges that entre they eux face living et with parler Crohn's. des défis auxquels ils font And face we en hope that vivant avec les the platform MII. provides a safe Nous space for espérons que cette professional support. plateforme fournit un espace sécuritaire et de We compréhension. also have some sessions that are coming Nous up avons at également des Crohn's and séances à Colitis venir Canada. à Crohn et Colite Canada. We have a group peer Nous support avons event des that's taking groupes place de on June 3rd. soutien So qui vont please feel se free to produire le schedule 3 time to come juin, to it. donc l'événement de soutien And entre the pairs next pour les thing is proches before aidants. we begin our session, we will conduct a really Avant quick de poll débuter la séance, nous just to allons faire un just petit to see sondage rapide where everyone is with pour their se understanding of situer Crohn's colitis. dans vos So you should connaissances see par that on rapport the à ce screen. sujet. Donc, vous verrez le sondage à l'écran. And I'll give everyone about 30 seconds to Je vous donne environ 30 secondes pour y répondre. Alors, comment évaluez-vous la compréhension de votre diagnostic en lien avec les MII? 1, je ne le connais pas du tout. 10, je connais très bien le sujet. Okay, awesome. Thank you for taking part in that. Merci d'avoir rempli le sondage. And so now we'll proceed to our main event. But before Maintenant, we nous allons begin, let me passer à briefly l'événement introduce Dr. Seth principal. Schaefer, Je vais who vous is our présenter speaker le for tonight. docteur Seth Schaefer, notre conférencier invité pour ce soir. So Dr. Seth Schaefer completed his Donc, le medical docteur school at Schaefer est University of revenu à Manitoba l'Université and du then went on to Manitoba en Queen's 2020 University à to titre de complete his professeur adjoint en paramedical training médecine. Il a and complété returned to ses études Winnipeg de to médecine à specialize in l'Université du external Manitoba et a health. ensuite poursuivi He sa then formation en completed médecine a interne à fellowship in l'Université IBD at Queen's. the University of Chicago
Il a fait, s'est spécialisé en gastro-entérologie à Winnipeg. Il a effectué une formation complémentaire en maladies inflammatoires de l'intestin à l'Université de Chicago. Il a également obtenu une maîtrise en sciences de la santé publique avec un intérêt particulier pour l'économie de la santé. Il exerce actuellement comme gastro-entérologue au Health Sciences Center et est membre du Centre clinique et de recherche sur le MII de l'Université du Manitoba. Ses recherches portent sur la compréhension des causes et de la gestion clinique des personnes vivant avec une MII ainsi que sur les répercussions économiques des soins qui leur sont prodigués. Nous remercions le Dr. Schaefer d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps de partager son expertise avec nous. Je passe maintenant la parole au Dr. Schaefer. Allez-y. Well, thanks so much for that lovely introduction. Merci pour cette belle Can you see introduction. everything okay? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. So, thanks everyone for joining. And Alors, we'll be merci à vous tous discussing d'être là. diagnostic testing. Nous parlerons des tests et du And here are diagnostic the en first lien two avec la steps. MII. So, first Voici off, nos we'll objectifs discuss the different d'apprentissage. tests that we use to Premièrement, nous diagnose parlerons whether des types de tests people utilisés pour are bowel disease diagnostiquer or et IBD. surveiller la maladie Second, inflammatoire de what to l'intestin, expect les during these MII. procedures. Deuxièmement, à quoi s'attendre lors de ces procédures. Troisièmement, comprendre les résultats de ces tests. Et finalement, la médecine de précision ou le traitement personnalisé dans la prise en charge de la MII. So I want to briefly discuss IBD Donc, and j'aimerais give a bit of an parler overview. brièvement And de sure, la maladie everyone here inflammatoire de l'intestin, vous donner knows un this, but aperçu. for those who Je don't, suis certain que la plupart d'entre inflammatory vous le bowel savez disease déjà, mais pour ceux qui ne le is savent the form pas, of Crohn's la disease maladie and inflammatoire de ulcerative colitis. l'intestin consiste en There une can be colite overlap ulcéreuse ou de la between these two maladie de Crohn et il diseases. peut y avoir un Now, chevauchement for entre ces whatever deux reason, maladies. there's inflammation Pour quelque in raison que the ce soit, qu'il y ait de gastrointestinal tract. l'inflammation dans le Sometimes that's a tract good thing. So gastro-intestinal, des let's fois c'est say une you bonne chose. ingest Alors food disons que vous with mangez un bacteria aliment of qui being contient des rotten. bactéries ou cet You aliment est want your pourri, immune system to vous attack voulez que that votre bacteria. système immunitaire So attaque cette what will happen bactérie. is there's Alors, ce qu'il y inflammation arrivera, c'est somewhere que le in the système immunitaire gastrointestinal tract. causera une You may get inflammation à quelque symptoms part of dans le diarrhea or tract pain gastro-intestinal. Vous, with éventuellement, antibiotics, but les maybe without symptômes devraient antibiotics, the infection disparaître, des goes fois avec away des and the antibiotiques et des fois inflammation même turns off. sans antibiotiques, The problem with l'inflammation et inflammatory bowel l'infection disease, est though, résorbée. is there's no off Par switch. contre, avec So la the maladie inflammation inflammatoire de starts l'intestin, and c'est it qu'il n'y a keeps pas going. de And récepteur we're not pour entirely sure éteindre why l'inflammation. that happens. On n'est pas We certain know that pourquoi there's ça genetic arrive. Nous predisposition. savons So qu'il y a des we know that in prédispositions people with génétiques. Crohn's disease or ulcerative Nous savons que colitis, les personnes qui ont la the maladie de risk Crohn ou to la a colite family member ulcéreuse is higher. Now, it's not ont un 50% plus grand that risque de are transmettre have cette colitis, maladie à des but it membres de is la famille. elevated. So there's some Donc, ce n'est sort of pas genetic un risque predisposition. And we think that environment plays a à role 100%, and mais diet as c'est un well. risque élevé. Nous pensons également Assessing que the genetic l'environnement role, et that we think l'alimentation the peuvent combination of avoir un all of this effet will sur cette likely lead maladie. to this Alors, nous pensons qu'une inflammation combinaison de starting. tous ces Now, facteurs the difference mène between ulcerative colitis and au Crohn's début de cette disease maladie. sometimes is obvious, but Donc, sometimes la it's not. différence Like I said, there entre la can be maladie de overlap Crohn et between the la two. colite ulcéreuse Ulcerative colitis, like the peut être name évidente, mais des suggests, fois peut ne pas is l'être just in the du tout et des colon. fois il y a des Colitis means there's chevauchements. inflammation in the colon. Donc, pour la colite 95% of ulcéreuse, the time, ça veut it dire que starts in the rectum l'inflammation est dans le and it côlon. moves up. 95% du temps, And ça it débute just dans le affects the rectum gut et ça lining. monte. Et ça Whereas n'affecte que Crohn's la disease can paroi affect anywhere from intestinale. the mouth to the anus. Versus la And it maladie can de detach. Crohn peut And the difference peut toucher is that n'importe the quel endroit inflammation jusqu'à can go l'anus through the bowel et wall. l'inflammation And peut when that's passer à happening, travers la there can be barrière other things that intestinale. occur with this chronic Et inflammation. lorsque ça You arrive, il can peut get y what's avoir called a d'autres fistula, choses qui arrivent avec which is cette an inflammation abnormal chronique connection qui tunnel s'appelle un between two fistule, qui adjacent est un organs. tunnel So that can be entre deux between organes adjacents. the bowel Alors, ça peut skin être or entre between two loops of bowel le gros or intestin other et la organs. peau ou And deux morceaux bacteria d'intestin ou from d'autres bowels organes. can Les lead through this bactéries tunnel de and la infect selle, it or des abscess selles it. peuvent passer par ce tunnel et ça peut causer des These two abcès ou des diseases, infections. like I said, have some Alors, ces overlap, deux but maladies peuvent se they are a bit different chevaucher, and comme not je l'ai only do dit, the mais elles sont testing un have peu to make sense, différentes.
Et cela sous-tend les différents tests dont je vais discuter plus tard. Bien qu'on nomme quelque chose comme étant la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, en fait, il y a plusieurs phénotypes. Donc, quand je parle de phénotype, c'est que la maladie peut être différente entre diverses personnes. Certaines personnes ont des maladies très bénignes toute leur vie, d'autres ont des maladies plus sévères et plus graves. Il y a des personnes qui ont la maladie de Crohn qui ne vivront jamais, n'expérimenteront jamais un fistule et d'autres en auront plusieurs. Donc, il y a plusieurs variétés de la maladie de Crohn. Comme je l'ai mentionné, il y a différents types de la maladie de Crohn et l'endroit le plus commun qui est affecté, c'est la fin du petit intestin qui est l'iléum. Et ça peut affecter seulement l'iléum à la fin du petit intestin, mais ça peut toucher aussi l'iléum et le côlon, donc il serait une iléocolite. Ça peut toucher seulement le côlon et c'est la maladie de Crohn du côlon et ça ressemble à la colite ulcéreuse et ça peut porter à confusion des fois. J'ai mentionné aussi que les gens peuvent avoir un fistule, ça peut être dans l'abdomen, dans la région périanale aussi, et lorsque ça arrive, ça devient une maladie périnéale du type de maladie de Crohn. Donc, j'aimerais parler des répercussions de la MII au Canada. C'est un rapport qui a été fait, qui a été commandité par Crohn et Colite Canada. Pourquoi j'aimerais en parler? C'est parce que l'incidence du nombre de cas de MII au Canada a réellement augmenté. En 2018, 0,7 de la population avait une forme de maladie inflammatoire du tractus intestinal. Et en 2035, on s'attend à ce que ça monte de 1,1 de la population. La bonne nouvelle, c'est que nous avons de bons traitements et que les gens ne meurent pas de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, mais le nombre de personnes diagnostiquées augmente. Donc, l'incidence de cette maladie est de plus en plus prévalente et je crois qu'il est bien de mobiliser, de conscientiser les gens et ce rapport est important pour souligner l'importance de cette maladie et que les décideurs politiques en termes de soins de santé en soient au courant. Donc, un adulte sur 5 avec la maladie de Crohn et 1 sur 8 avec une colite ulcéreuse sont hospitalisés chaque année. Et une personne sur 3 avec la maladie de Crohn, malheureusement, devra subir une intervention chirurgicale dans les 10 ans suivant le diagnostic. Donc, ça commence avec une maladie chronique et il y a toujours un risque d'hospitalisation ou de chirurgie ou de chirurgie. Donc, c'est pour ça que ce rapport est très important. Donc, quels sont les symptômes cliniques des personnes atteintes de MII? Alors, comment est-ce que les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse voient leurs symptômes? Donc, c'est important parce qu'il y a une grande variabilité entre les symptômes. Certaines personnes ne peuvent avoir aucun symptôme. Des fois, on le trouve diagnostique la maladie parce qu'ils ont fait une colonoscopie pour une autre raison, peut-être pour un dépistage du cancer du côlon, ou peut-être que quelqu'un a un faible taux de fer dans le sang. Alors, ils vont faire un test et finalement, ils ont la maladie, mais ils n'ont aucun symptôme. De façon alternative, des personnes ont des symptômes significatifs. Ils peuvent avoir de la diarrhée sanglante. Nous le voyons dans les deux maladies, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Il y a aussi le besoin urgent d'aller à la selle, y compris la nuit. Les gens se réveillent la nuit pour aller à la selle. Des douleurs abdominales, elles peuvent vivre une perte de poids et
peuvent avoir des symptômes périanaux, donc avoir des fistules, quelquefois des abcès, quelques fissures anales et d'autres symptômes. Donc, il y a une grande gamme de symptômes que les gens peuvent avoir. Alors, il est important de discuter les différents tests. Donc, maintenant, nous allons regarder les différents tests diagnostiques pour la MII. Je suis sûre que tout le monde ici a déjà fait des tests sanguins au moins une fois dans sa vie, des analyses sanguines. Donc, ça peut être différent quand on essaie d'évaluer pour une MII. Les analyses sanguines sont bonnes parce que ça nous permet de détecter les taux de globules et s'ils sont faibles et si quelqu'un a fait de l'anémie. Donc, la ferritine est un indicateur de faiblesse de fer. L'albumine est souvent utilisé comme un indicateur de nutrition et d'inflammation chronique. Et la protéine C-réactive est un indicateur d'inflammation dans le corps. Alors, s'il y a de l'inflammation, alors la protéine C-réactive, la PCR, donc souvent pourrait être élevée maintenant, mais ce n'est pas tout le monde avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse qui vont avoir des niveaux élevés de cette protéine. Donc, peut-être 25% ou un tiers des gens qui ne vont pas avoir une réponse élevée. Mais c'est seulement pour aller contre la notion qu'un test sanguin peut faire un diagnostic de la maladie de Crohn. Alors, des tests sanguins peuvent suggérer que quelqu'un pourrait avoir la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse s'ils ont les bons symptômes. Donc, ça pourrait certainement être suggestif, mais c'est certainement pas un diagnostic. Et il y a un test sanguin qu'on peut utiliser parfois, et c'est un anticorps contre une... ça pourrait dire que quelqu'un a la maladie de Crohn, mais c'est pas garanti à 100% parce que une personne avec la maladie de Crohn pourrait avoir un niveau normal et on en a constaté en environnement clinique qu'il y a des gens qui ont des niveaux A élevés, mais alors qu'ils n'ont pas la maladie de Crohn. Donc, ce test sanguin est souvent effectué en communauté et comme j'ai dit, ça peut aider. C'est un peu comme un mystère de diagnostic, à savoir si quelqu'un a la maladie de Crohn, mais c'est certainement pas un diagnostic. Alors, le test sanguin est un test initial qu'on peut faire pour voir si quelqu'un a les symptômes et on peut voir si ces éléments sont anormaux. Mais si tout est normal, ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un n'a pas la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. Donc, c'est pas un indicateur à 100%. Donc, ça veut seulement dire que quelqu'un est moins susceptible d'avoir une MII. Mais ça ne l'élimine pas complètement. Ensuite, on a les analyses de sel. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quand quelqu'un a une infection, ils vont avoir des symptômes semblables à quelqu'un qui a, par exemple, la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. Donc, comme par exemple, une diarrhée avec des présences de sang. Alors, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'infection là. Donc, si les symptômes sont là depuis un certain moment, alors l'infection est moins susceptible, mais on ne peut pas l'éliminer complètement. Donc, l'une des infections les plus communes est la C difficile et qui se produit souvent après qu'une personne ait pris des antibiotiques parce que ça change le microbiome ou les bactéries dans le système intestinal ou dans le côlon et ça permet assez facile de se diviser rapidement et de causer une infection. Il y a quelques parasites également, donc il peut y avoir un historique de déplacement qui peut causer une diarrhée. Donc, on va discuter de la calprotectine fécale, qui est un marqueur qui indique l'inflammation des intestins. Et c'est un nouveau test qui n'existait pas il y a 10 ou 12 ans. Donc, c'est génial que c'est là maintenant présent pour les patients parce que cet indicateur qui peut montrer s'il y a une inflammation dans le système gastro-intestinal, et on va l'aborder dans quelques diapositives. Les procédures endoscopiques sont vraiment le standard. Pour toute personne qui a été diagnostiquée avec la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse,
Certainement, il y a une colonoscopie à un certain point dans ce parcours. Et la raison pour laquelle c'est le standard de référence, c'est parce que ça laisse les gastro-entérologistes pouvoir vraiment voir directement le système digestif. Et c'est comme ça qu'on peut voir s'il y a de l'inflammation et des ulcères, et on peut voir qu'est-ce qui se passe et prendre des biopsies. Alors, parfois, on va procéder avec une colonoscopie qui est une caméra qui monte par l'anus et qui se range que dans le côlon. Et c'est un test par caméra. La gastroscopie passe par la bouche et descend dans l'estomac. Donc, cette capsule en endoscopie, il y a une caméra qui est au bout de cette capsule et lorsqu'une personne l'avale, elle se promène tout au long des intestins jusque dans l'intestin grêle et puis nous montre finalement des images. Donc, quelqu'un qui subit une colonoscopie, mais on peut voir seulement le mur des intestins, les parois des intestins. Alors, on ne peut pas voir à travers ce mur-là. Mais, comme par exemple dans un ACT ou un scan, un IRM, comme je l'ai mentionné plus tôt, donc la maladie de Crohn, typiquement, cause de l'inflammation dans les parois intestinales. La colite ulcéreuse ne le fait pas. Donc, on veut voir s'il y a des dommages ou s'il y a plus d'inflammation et l'imagerie peut aider. Alors, pourquoi faisons-nous ces tests? Alors, disons que quelqu'un obtient un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Alors, pourquoi continuons-nous à faire ces tests? Donc, ça, c'est un peu plus pertinent que quelqu'un avec une maladie de Crohn. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans les études? Dans la recherche, c'est que lorsque quelqu'un reçoit un diagnostic, il y a cette fenêtre, cette opportunité précoce. Quand on voit le fardeau inflammatoire qui est souvent très élevé lors du diagnostic et on pense qu'on peut réduire cette inflammation et la garder réduite. Et alors, on peut prévenir les complications en amont de se produire. Certaines de ces complications sont par exemple une fistule ou un abcès, comme on a parlé des fistules ou les petits tunnels et les connexions entre les organes qui ne devraient pas être là. Donc, il pourrait y avoir un rétrécissement et avec le temps qui rétrécit et donc la nourriture peut rester prise là où quelqu'un pourrait avoir des symptômes qui pourraient demander une chirurgie. Alors, c'est évidemment une complication qu'on veut éviter, surtout pour quelqu'un avec la maladie de Crohn. C'est la raison pourquoi on continue à surveiller ces éléments chez une personne atteinte par la maladie de Crohn, parce qu'on veut on veut atténuer cette inflammation. On sait que les gens qui ont la maladie de Crohn tendent à se sentir très bien. 50% de ces gens vont quand même avoir une inflammation active. Donc, historiquement, on est content quand il y a des rémissions cliniques et que les gens se sentent bien, c'est fantastique, mais on veut également s'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation dans les intestins, parce que même si quelqu'un se sent bien, si on laisse cette inflammation rester là et continuer et perdurer, alors on sait qu'éventuellement, il va y avoir des complications. Et c'est là où se trouve cette fenêtre d'opportunité. Alors, si on peut contrôler la maladie dès le début et la garder sous contrôle, alors l'espoir, ce que nous avons comme espoir, c'est de prévenir les complications qui pourraient arriver plus tard. Alors, c'est pourquoi on continue d'effectuer des tests, même si une personne est en rémission. On pourrait continuer avec des colonoscopies, et puis même de la en fait, c'est la rationnelle. C'est la raison pourquoi nous expliquons les tests, donc avec la calprotectine fécale, par exemple. C'est en fait de pouvoir continuer à surveiller pour réduire l'inflammation et nous espérons réduire les complications qui pourraient se produire. Alors, qu'est-ce que la calprotectine fécale? Donc, elle est géniale parce qu'elle a vraiment aidé le traitement des MII. De la MII. Alors, la calprotectine est en fait une protéine qui est présente dans certaines cellules blanches dans le sang. Et les cellules blanches, ce sont les cellules qui constituent le système immunitaire. Alors, quand il y a une inflammation, ce sont ces cellules qui se dirigent vers l'inflammation et qui vont combattre peu importe ce qui se trouve à cet endroit.
Donc, lorsqu'il y a une inflammation dans le système gastro-intestinal, ce sont ces cellules blanches qui vont s'y rendre. Calprotectine est une protéine qui est relâchée dans le système gastro-intestinal et qui est évacuée avec les selles. Donc, c'est un test très simple parce qu'il nous donne un numéro. Donc, quand il y a quelqu'un qui procède avec la calprotectine fécale, on obtient un chiffre et plus le chiffre est élevé, alors il y a de l'inflammation. Et notre objectif, en fait, c'est d'obtenir un chiffre qui est le plus bas possible. Donc, c'est le test que nous faisons. Mais il y a une nouvelle façon de faire ce test. Avec, par exemple, un téléphone cellulaire, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez faire le test à la maison et vous n'avez pas à l'apporter à un laboratoire ou à le poster à un laboratoire. Alors, surtout si vous faites un test avec des selles pour une infection, bon, ben maintenant, on ne peut pas faire encore le test à la maison. Bon, on peut faire le test à la maison, mais il faut envoyer le contenant à un laboratoire. Donc, pour certaines calprotectines, il faut l'envoyer à un laboratoire, mais pour certains autres tests, vous pouvez le faire avec votre téléphone. La raison pourquoi c'est important, c'est parce c'est une façon plus facile de suivre l'activité de la maladie par opposition à une colonoscopie. Et surtout pour les gens qui sont en rémission clinique ou qui se sentent parfaitement bien ou qui, même s'ils ont des chiffres de calprotectine fécale normaux. Alors, parfois, on peut éviter une colonoscopie avant de passer à la calprotectine fécale. Donc, la seule façon de savoir si les intestins sont guéris était de faire une colonoscopie avant. Préalablement même, mais ça peut causer un fardeau qui est parfois inconfortable. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent éviter cette colonoscopie si la calprotectine fécale est normale. Donc, c'est un test qui produit un indicateur et nous le voyons pour la colite ulcéreuse, nous voyons que c'est un miroir de l'inflammation des parois intestinales. Donc, s'il y a l'inflammation dans l'intestin grêle et que quelqu'un a la maladie de Crohn, ça pourrait être utile comme indicateur qui pourrait indiquer un chiffre élevé chez les gens qui ont la maladie de Crohn dans l'intestin grêle, mais souvent, ça pourrait ne pas l'être. Donc, si ce n'est pas élevé chez quelqu'un qui est activement atteint par la maladie de Crohn, alors ce n'est pas un bon test pour suivre l'inflammation. Ce n'est pas le bon test pour tout le monde qui est atteint par une MII. Et même parfois, avoir une base de référence peut aider initialement à déterminer si c'est de l'inflammation ou non. Mais au moins, les personnes qui ont une colite ulcéreuse, il s'agit d'un nouveau test qui a vraiment dramatiquement changé la façon dont on gère la colite. Et je voulais tout simplement toucher un peu à cette étude parce qu'en fait, elle montre que chez les gens, comment la calprotectine, quand elle commence et qu'elle est suivie, alors les résultats des gens descendent beaucoup et c'est un bon élément de prévision pour une réponse endoscopique. Et lorsque nous voyons les gens avec la vitalizumab ou l'Entyvio ou qui sont atteints de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, et à droite, vous pouvez voir aux gens qui ont la maladie de Crohn, ceux qui prennent du Stelara, et ils ont montré que lorsqu'on suivait la calprotectine fécale et qu'on la suivait de manière précoce, que ça a descendu, et c'est donc un bon indicateur. Et c'est pourquoi on peut le faire au début, parce que si on voit que le chiffre est encore élevé, ça nous donne l'opportunité de peut-être optimiser le traitement. Et on va y revenir plus tard, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, on veut optimiser le traitement le plus tôt possible chez les gens qui ont de l'inflammation. Et si on peut déterminer qu'il y a encore de l'inflammation, alors on peut optimiser soit en changeant la thérapie ou en réduisant la fréquence de la thérapie. Ensuite, nous allons discuter de la coloscopie. La coloscopie, en fait, est un tube avec une caméra au bout. Et je vais montrer cette image parce que de cette façon, les gens peuvent voir où se trouvent les parties du côlon. Et bon, nous utilisons ces termes et ça peut mélanger les gens parce que si quelqu'un ne connaît pas l'anatomie. Donc, le cécum est au bout du côlon, et puis ensuite, on a les joints des intestinaux grêles, et ensuite, vous avez le côlon ascendant.
Donc, avec une coloscopie, est d'atteindre le cécum et puis alors se rendre à l'intestin grêle, et c'est pas toujours possible. Parfois, chez des gens, ça peut être difficile d'atteindre l'intestin grêle et il pourrait y avoir un passage qui est rétréci et ça peut... c'est l'objectif avec la coloscopie. For those that have never had one before, the hardest part, I'm sure has been discussed, is the prep. And why is a Donc, prep ceux qui done? n'ont jamais fait de Well, colonoscopie, prep is done vous saurez because you want to get a peut-être clear pas, view mais of the bowel. la partie la plus difficile, c'est la préparation. Donc, pourquoi qu'on veut faire la Before the préparation? Ben, c'est parce qu'on veut avoir une bonne photo de, du côlon et de l'intestin. Donc, il faut faire un bon nettoyage avant de pouvoir voir la paroi intestinale ou la paroi du côlon. Donc, s'il y a trop de sel, nous ne pouvons pas bien évaluer la paroi et on ne pourra pas voir les polypes ou les cellules précancéreuses. Donc, vous voyez à gauche sur la photo, c'est un côlon qui n'était pas préparé et c'est difficile d'évaluer ce que nous désirons évaluer, s'il y a de l'inflammation ou s'il y a des polypes précancéreuses. Par contre, à la droite, on voit une photo d'un côlon propre. Alors, c'est plus facile pour le colonoscopiste et c'est plus facile pour le patient aussi parce qu'on n'est pas obligé de mettre de l'air ou de l'eau dans le côlon et c'est plus confortable. Donc, il y a deux parties impliquées dans la préparation. Donc, la première partie, c'est de boire des fluides clairs, des liquides clairs. Donc, habituellement, c'est la veille. Et il y a aussi un laxatif en vente libre qu'on prend pour s'assurer que le côlon soit propre. Donc, si quelqu'un vient à l'hôpital 1 heure avant son test, habituellement, nous leur donnons un sédatif par intraveineuse. Le médicament principal que nous utilisons pour la sédation, c'est le fentanyl intraveineux. Et s'il y a il y a d'autres praticiens qui donnent un autre médicament de sédation. Donc, ça peut arriver pendant 20 minutes à 1 heure et le temps pour se réhabiliter, ça peut être 60 minutes. Donc, si vous avez un médicament sédatif, vous avez besoin de vous faire reconduire à la maison par la suite. Vous avez besoin d'un conducteur parce que légalement, vous n'avez pas le droit de conduire pendant 24 heures suite à l'administration d'un sédatif. Donc, j'aimerais parler de la sigmoïdoscopie flexible. Des fois, on le fait ça au lieu de la colonoscopie. Donc, la sigmoïdoscopie flexible est performée pour regarder seulement le côté gauche du côlon. Donc, il y a des avantages. Les gens ne sont pas obligés de boire un gallon de laxatif pour préparer leur côlon. La seule préparation, c'est de faire un énéma le matin même de la procédure. Alors, c'est plus facile à tolérer. Bien sûr, la procédure en soi est moins inconfortable car on n'est pas obligé d'aller dans les deux coins. Ça peut être très inconfortable. Le désavantage, par contre, c'est qu'on ne peut pas visualiser le côlon dans son entier. Alors, si quelqu'un a une colite ulcéreuse qui n'affecte que la partie du bas, peut-être le rectum ou le sigmoïde, et vous ne voulez que voir le côté gauche du côlon, alors à ce moment-là, vous feriez une sigmoïdoscopie flexible. La préparation n'est peut-être pas aussi bonne parce qu'on ne fait qu'un énéma. Si vous essayez de développer une polype, vous n'allez peut-être pas faire une sigmoïdoscopie flexible, mais c'est un bon test alternatif si vous voulez voir le côlon à la gauche ou si vous voulez aller simplement dans l'intestin grêle. Une endoscopie par vidéocapsule est un nouveau test. C'est similaire à la calprotectrine. C'est comme dans les dernières années, c'est devenu plus disponible. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a beaucoup de intestins grêles qu'on ne peut pas voir. On va faire une coloscopie par la bouche et on voit seulement la première partie, mais avec la colonoscopie, on peut aller idéalement dans l'intestin grêle aussi, mais il y a 300 ou 500 centimètres d'intestin grêle entre les deux.
auxquelles on n'a pas accès avec l'endoscopie. Alors, c'est là que l'endoscopie par vidéocapsule entre en jeu. Donc, essentiellement, c'est une capsule ou une gélule avec une caméra, une petite lumière. Alors, on se prépare le jour avant. D'habitude, on prend des liquides clairs ou des fois, on prend un peu de laxatif aussi pour s'assurer qu'il n'y a rien dans l'intestin grêle. La personne vient à l'hôpital le matin, ils avalent la capsule et ils ont une enregistreuse sur leur ceinture. La pilule travaille à travers le petit intestin et elle transmet les images dans une enregistreuse. Le lendemain, le patient ramène l'enregistreuse et nous pouvons télécharger la vidéo. On n'est pas obligé de récupérer la pilule, elle peut sortir dans les selles et on n'est pas obligé de la retrouver. Donc, c'est une belle façon de visualiser l'intestin grêle si on pense qu'on a manqué quelque chose ou si quelqu'un expérimente des symptômes qu'on ne peut pas expliquer avec la colonoscopie ou l'endoscopie. Donc, c'est une façon plus facile de voir s'il y a des lésions dans d'autres parties de l'intestin grêle. Donc, c'est sans douleur, aucune sédation n'est impliquée. Ce n'est pas parfait pour tout le monde parce que si quelqu'un a une constriction de l'intestin, il y aurait un risque que la capsule reste prise. C'est rare, mais ça peut mener à une perforation. Donc, si quelqu'un a de l'obstruction, habituellement, ce que nous allons utiliser, c'est une capsule agile. Une capsule agile est de grosseur semblable, mais elle se désagrégera dans les selles en 48 heures. Donc, habituellement, on fait un rayon X environ 1 ou 2 jours après l'avoir avalé et on regarde si la capsule est toujours là. Si la capsule n'est plus là, alors on le sait que la capsule peut passer à travers le petit intestin et par la suite, on peut ingérer une capsule vidéo. Donc maintenant, nous discuterons des examens d'imagerie. Il y a quelques tests disponibles. Nous avons les CT scans, les IRM et les échographies. Et comme je l'ai mentionné, ce sont de bonnes façons de voir à travers le mur intestinal. Donc, si vous voulez voir s'il y a des rétrécissements ou des obstructions dans les intestins, c'est une bonne façon de le voir. On peut voir un rétrécissement avec une colonoscopie, mais ça peut être difficile de faire passer la scopie et c'est ici que les CT entrent en jeu. Il peut y avoir des fistules également. Comme je l'ai dit, ce sont des tunnels entre des organes, des tunnels qui ne devraient pas être là et on ne peut pas voir ça avec l'endoscopie. Et s'il y a un abcès ou une infection, des poches d'infection, nous ne pouvons pas les voir avec les endoscopies. Alors, c'est là que ces tests d'imagerie sont utiles, typiquement avec la maladie de Crohn, des fois avec la colite ulcéreuse, mais plus souvent avec la maladie de Crohn. Donc, l'échographie est un nouveau mode utilisé. C'est non invasif, c'est facile. Et en gros, vous n'avez qu'à mettre l'appareil ultrason sur l'abdomen et on voit s'il y a un épaississement du mur intestinal. Et ça nous aide à savoir si on doit optimiser le traitement ou non. Ça commence à devenir de plus en plus populaire. C'est certainement pas offert dans tous les centres, mais ça devient de plus en plus populaire pour traiter les gens qui sont atteints de la maladie de Crohn. Donc, les CT et les IRM ont été utilisés depuis des décennies. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un scanner en forme de beigne. La personne se couche, passe à travers le beigne et il y a une quantité de rayons X qui sont pris pour créer des images de l'intérieur du corps. L'avantage, c'est que ça ne prend que quelques minutes. C'est plus accessible car la machine peut faire plein d'autres tests aussi. Et grâce à ça, la liste d'attente est plus courte. Le désavantage, c'est que ça peut inclure des rayons X. Donc, il y a un risque légèrement élevé, plus élevé de complications et qui peuvent causer le cancer, mais c'est rare.
Et pour avoir ça, il faut avoir beaucoup de scans CT. Typiquement, les scans CT sont sécuritaires et on peut les faire souvent. Mais pour les plus jeunes, lorsque nous voulons éviter les radiations, car nous savons qu'ils auront sûrement d'autres rayons X plus tard, on peut utiliser un IRM. L'IRM, c'est un tube similaire et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune radiation, mais le désavantage, c'est que c'est plus long. Ça utilise des aimants, ça prend de 30 à 60 minutes plutôt que 3 minutes. Et à cause de cela, les listes d'attente sont beaucoup plus longues, les machines sont plus chères, alors elles ne sont pas disponibles partout, mais elles peuvent être utiles. Il y a un type de scan spécialisé. Nous avons la CT entérographie et l'IRM entérographie. Ce sont des scans qui prennent des images plus détaillées de l'intestin grêle. Pourquoi c'est important? C'est parce que les scans CT ou les MRI, les IRM normal ne sont pas bons, sont bons pour regarder le tractus gastro-intestinal. Mais avec le CT entérographie, nous pouvons avoir un contraste oral. Donc, nous gonflons le petit intestin ou l'intestin grêle pour le voir mieux. Donc, on peut mieux avoir une image plus claire s'il y a une polypse ou une pathologie ou un rétrécissement ou un fistule ou un abcès. On les voit quand même avec les CT scans, mais pas si bien que ça. Donc, c'est là que le gastro-entérologue puisse prescrire un scan entérographique. Donc voilà, c'était la majorité des tests qui sont faits pour les gens atteints de maladies inflammatoires des intestins. Et je trouve qu'il est important que les patients comprennent leurs tests et les résultats des tests. Et il est important qu'une fois que les tests sont faits, vous sachiez comment cela change vos soins. Donc, voici des questions à poser à votre gastro-entérologue. Premièrement, quel est ce test? Qu'est-ce qu'il a mesuré? Qu'est-ce qu'il a surveillé? Alors, s'ils font un CT scan ou un RMI, peut-être qu'ils cherchent à voir la structure, peut-être quelqu'un a un historique de fistule ou d'abcès, ils veulent voir s'il y en a ou pas, ou si c'est une protectine fécale, ils veulent voir s'il y a de l'inflammation dans le tractus intestinal. Deuxième question, est-ce que ce test, les résultats étaient normaux? Alors, si votre gastro-entérologue vous donne les résultats, vous leur demandez est-ce que c'est bon? Et même si ce n'est pas normal, peut-être que dans ce cas-ci, ça peut être approprié car on ne fait qu'essayer de voir une réponse spécifique. Alors, c'est important de demander si le test est normal, qu'est-ce qui est considéré comme normal et si ce test est approprié pour vous. Car souvent, nous testons les changements. Donc, si le test est anormal, est-ce que ça va changer le traitement thérapeutique actuel? Donc, j'ai reçu ce résultat. Est-ce que ça va modifier mon traitement? Donc, des fois, le test est normal, tout est beau et on continue le traitement comme il est. Mais sinon, c'est important de demander comment ça va changer votre traitement. Et finalement, quand aura lieu notre prochain test? Alors, si vous avez fait un test et qu'il est normal, est-ce que vous allez en faire un autre? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que vous allez avoir un autre RMI? Peut-être des fois non, des fois on a seulement besoin d'un scan. Mais souvent, vous allez avoir un test qui est répété dans l'avenir, alors c'est toujours important de poser la question. Alors, voici des objectifs thérapeutiques avec les gens atteints de MII. J'aimerais en discuter car c'est basé sur des lignes directrices prescrites. Donc, les objectifs essentiels, à court terme, nous voulons que les patients commencent à se sentir mieux. Bien sûr, peut-être qu'ils ne se sentent pas parfaits, mais on veut au moins qu'il y ait une bonne réponse. Quand quelqu'un commence un traitement, on veut que dans les premiers mois, leurs symptômes s'améliorent.
Nous voulons également voir une amélioration dans les résultats au test. Ça peut être fait avec imagerie, avec calprotectine fécale ou endoscopie. Nous voulons voir une amélioration. Ça peut même être un test sanguin qui peuvent montrer une baisse de l'inflammation. Donc, si on peut surveiller le CRP, ça peut être approprié. Et bien sûr, on veut que la qualité de vie s'améliore. À moyen terme, nous voulons voir une rémission des symptômes. Donc, quelqu'un se sent revenir à la normale et qu'il n'a aucun symptôme. Et nous voulons nous assurer que la muqueuse intestinale soit guérie. Ce sont les deux objectifs principaux lorsqu'on traite la MII. Les MII, nous voulons que la personne revienne à leur état normal, qu'ils reviennent à leur vie et qu'ils n'aient pas à penser à leur maladie de façon quotidienne. Alors, même s'ils se sentent bien, nous voulons que l'inflammation disparaisse également. Donc, s'il y a une inflammation, les complications peuvent se produire plus tard. Alors, c'est les deux objectifs principaux. Et la qualité de vie et la qualité psychosociale doivent s'améliorer aussi. Les objectifs à plus long terme, c'est que les handicaps qui pouvaient être présents soient réduits ou absents. Nous voulons que les complications à long terme soient absentes aussi. La dysplasie, ce sont des changements précancéreux et c'est une préoccupation avec les gens qui ont une inflammation dans le côlon. Et nous voulons éviter la chirurgie également. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de cette fenêtre d'opportunité précoce où les gens sont diagnostiqués et nous voulons réduire l'inflammation. Nous voulons la garder réduite pendant toute la vie pour que nous puissions réduire les complications possibles. Alors, comment on fait ça? L'une des façons, c'est de faire un traitement ciblé. C'est une stratégie où, au lieu d'attendre les symptômes, nous faisons des tests réguliers. Alors, plutôt qu'attendre qu'on voit d'autres symptômes, on va faire des tests réguliers. Il devrait toujours y avoir un plan. Quand vous commencez un traitement, vous demandez quel est notre plan, quel est notre objectif. Souvent, l'objectif, c'est que vous vous sentiez normal et que l'inflammation disparaisse. Alors, quand on commence le traitement, on veut vérifier si le traitement fonctionne. Comment on fait ça? Quels tests vont être utilisés pour évaluer cela? Est-ce que ce sera un test d'aisselle, une endoscopie ou une imagerie? N'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un test. Ensuite, il faut ajuster aux besoins. Donc, si quelqu'un est sur Entyvio ou fétolidosomate et qu'il reçoit ce traitement tous les 8 semaines, si après quelques mois, ils ne sont pas en rémission, est-ce qu'on va augmenter le tout à 4 semaines basé sur un test de sel? Donc, une fois qu'on fait ça, on va réévaluer le progrès. Donc, si quelqu'un est sur Entyvio et qu'on l'a réduit aux 8 semaines, aux 4 semaines au lieu de 8 semaines, on va continuer de regarder et de surveiller si l'objectif est atteint. Et si c'est à la normale, on sait qu'on a atteint l'objectif, mais on va continuer de surveiller. Car nous savons qu'avec certains tests, on peut voir de l'inflammation même avant d'avoir des symptômes. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces tests. Alors, même si vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de symptômes, il peut quand même y avoir de l'inflammation et cette inflammation développera des symptômes avec le temps. On veut éviter cela. Alors, lorsqu'on fait un traitement ciblé, on peut réduire la probabilité d'avoir des symptômes en gardant cette stratégie de gestion en place. Encore une fois, l'objectif est de réduire ou même de supprimer toute l'inflammation. Alors, je voulais parler brièvement du rôle de la médecine personnalisée dans la MII. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, de connaître quel traitement utiliser dans quel type de patient reste quand même nébuleux. Nous avons une bonne idée de savoir quand utiliser certaines thérapies, mais ce n'est pas une science exacte encore. Il y a beaucoup de recherche qui est faite pour pouvoir amener cette médecine personnalisée. Donc, nous savons qu'il y a des facteurs de risque pour la colite ulcéreuse et la maladie du Crohn qui font en sorte que les gens sont plus à risque d'avoir des complications. Alors, dans la zone rouge pour la colite ulcéreuse et dans la zone rouge pour la maladie de Crohn, si quelqu'un
est dans cette zone, nous les considérons comme étant à plus haut risque et nous pouvons donner des traitements plus agressifs car nous savons qu'ils sont à risque d'avoir des complications. Donc, il y a des défis liés à l'ordre optimal des traitements. Je sais que ça peut être frustrant pour certains patients. Ils savent qu'il y a plusieurs thérapies de disponibles maintenant qui sont fantastiques, mais on peut être confus à savoir quelle thérapie sera utilisée et pourquoi ça pourrait être difficile. C'est parce que les MII sont différentes pour chaque individu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a tellement de façons différentes que la maladie de Crohn et les MII peuvent se présenter. C'est difficile de traiter tout le monde de la même façon. Donc, il faut faire des essais avec chaque personne et les maladies ne changent pas de la même façon avec chaque personne. Donc, nous savons que les traitements peuvent aider 30 à 50 des gens. Alors, pourquoi est-ce que 30 à 50 des gens répondent au traitement et que le reste n'y répond pas? Nous ne le savons encore pas. Nous ne le savons toujours pas. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, si un traitement fonctionne et qu'avec le temps, il arrête de fonctionner. Il y a quelque part dans le corps ou dans le système immunitaire qui change et qui empêche le traitement de fonctionner et on ne comprend pas pourquoi. Alors, c'est un autre aspect difficile pour les gastro-entérologues. Et il est difficile de comparer les traitements entre eux. Nous avons beaucoup de traitements disponibles, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui comparent différents traitements entre eux. Alors, nous ne savons pas réellement. On peut essayer avec des essais randomisés, mais ce n'est pas idéal. Bien que nous ayons une idée de ce qui pourrait mieux fonctionner, c'est difficile de dire avec certitude qu'est-ce qui fonctionnera pour certaines personnes. Il y a aussi des données sur l'ordre des traitements, l'ordre dans lequel les données. On peut savoir quel traitement de première ligne et quel traitement de deuxième ligne on doit donner, mais après ça, il est difficile à le savoir. Donc, il y a différents facteurs qui nous mènent à la décision d'un traitement par rapport à l'autre. Donc, il y a les facteurs personnels comme l'âge et la comorbidité, le sexe et les affections immunitaires coexistantes. On peut trouver un traitement qui n'affectera pas trop le système immunitaire ou des gens qui veulent tomber enceinte, nous allons éviter certaines thérapies. Si quelqu'un a une affectation immunitaire coexistante comme le psoriasis, nous avons des traitements qui peuvent traiter les MII et le psoriasis. Nous savons également que certains patients préfèrent différentes voies d'administration. Donc, certaines des thérapies peuvent être données par intraveineuse, certaines sont données de façon sous-cutanée et d'autres par voie orale. Alors, certains patients ont des préférences. Nous avons vu que des personnes qui ont des maladies de Crohn, qui ont la maladie de Crohn, des fois préfèrent avoir une chirurgie. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et finalement, nous savons que certaines considérations relatives à la maladie peuvent jouer un rôle. Alors, quelqu'un qui a une maladie fistuleuse périanale, nous savons que les thérapies anti-TNF comme infliximab ou abilify ont les meilleurs résultats dans ces gens. Alors, habituellement, nous essayons d'utiliser ces thérapies en premier. Il y a certaines manifestations extra-intestinales. Donc, s'il y a de l'inflammation à l'extérieur de la muqueuse, soit dans les jointures, ça peut nous aider à utiliser certaines thérapies ou des personnes qui ont eu des chirurgies, ça peut nous aider à choisir quelques thérapies et aussi s'ils ont eu des traitements antérieurs. Alors, tous ces éléments nous aident à choisir. Mais encore une fois, nous ne savons pas à 100% encore quelle thérapie va fonctionner. Nous avons une idée de ce qui devrait être utilisé, mais ce n'est pas toujours le meilleur choix. Idéalement, nous allons avoir une meilleure idée dans l'avenir de ce qui devrait être utilisé, mais nous ne sommes pas encore tout à fait là. Alors, pour conclure, j'espère que tout le monde a une meilleure compréhension des différents tests que votre gastro-entérologue effectuera
pour surveiller et pour diagnostiquer les maladies inflammatoires de l'intestin, je crois qu'il est important que les patients comprennent l'objectif de ces tests et comment ça influence la prise en charge de votre maladie. Il est important de rester mobilisé, informé, engagé, de savoir quels sont ces tests, pourquoi ils sont faits et comment ça va avoir un effet sur votre prise en charge. Parce que je pense que lorsque les patients sont au courant, ils peuvent avoir un meilleur contrôle de leur maladie inflammatoire. Alors, merci à tous. Okay, awesome. Thank you, Seth, for sharing Fantastique. the Merci, information. Seth, That was really d'avoir helpful. partagé cette information. C'était Before très we utile. proceed to the Q&A portion, Avant I'm de just gonna passer à la launch foire the aux questions, je post vais some lancer webinar notre poll, sondage and I'll give everyone about post-webinaire. 30 Alors, je seconds vous donne to environ prepare. 30 secondes pour donner une note de 1 à 10 sur votre niveau de connaissance suite à la présentation. The capsule endoscopy is really cool. La capsulo-endoscopie Very est assez cool, l'endoscopie capsulaire. Okay. All right, I'm going to end the poll. OK, alors Thank you, je mets everyone, fin au for taking sondage. part in the poll. Merci à tous d'y I avoir will répondu. also share my slides now, Je vais partager mes and then we'll go diapos over the et questions maintenant, that were nous submitted pourrons during lire les registration. questions qui ont été And soumises Seth will, Dr. Seth Schaefer et will do that. Dr. Schaefer pourra y Okay. répondre. Oh yes, again, the disclaimer is Encore une the fois, questions that we're answering today, les questions they're auxquelles nous allons more répondre general and they're aujourd'hui not seront specific d'ordre for COVID général situations. et ne seront pas pour traiter des Okay. situations médicales So spécifiques. I'll begin. So the first question we Donc, la got première was, can you question, comment on the presence of pseudopolyps with mild dysplasia? c'est pouvez-vous parler de pseudopolypes, pseudopolypes avec une dysplasie légère? La pseudopolype, comme le dit le nom, sont des polypes, des excroissances du côlon, mais ce ne sont pas de vrais polypes. Les vrais polypes sont celles qui ont un potentiel cancéreux et ça peut prendre des années ou des décennies avant que ça se transforme en un cancer. Mais les pseudopolypes se produisent lorsqu'il y a de l'inflammation chronique et qu'il n'y a pas de présence de développement cancéreux. Donc, typiquement, il ne devrait pas avoir de dysplasie. La dysplasie est un mot qu'on utilise pour décrire des changements précancéreux. S'il y a une dysplasie dans une pseudopolype, elle devrait être retirée. Je crois que la question, c'est par rapport à la dysplasie dans le côlon lorsqu'il y a de pseudopolypes, parce que les pseudopolypes rendent plus difficile de trouver une vraie polype. C'est plus difficile à trouver. Donc, une surveillance intensive devrait être utilisée. Des gens avec la dysplasie peuvent avoir plusieurs pseudopolypes qui peuvent se développer en cancer, mais ils auraient peut-être besoin de chirurgie. Mais il devrait y avoir une évaluation intensive pour s'assurer que si cette dysplasie est retirée, il n'y a pas d'autres lésions cancéreuses de présentes. La pseudopolype en soi, nous savons qu'elle ne se transformera pas en un cancer. J'étais impliquée dans une étude il y a plusieurs années en fait, et nous avons démontré qu'il n'y a pas de risque accru de cancer avec des pseudopolypes. Alors, vous ne devriez pas avoir peur si vous avez une pseudopolype. Par contre, s'il y a des changements précancéreux à quelque part autour des pseudopolypes, ça peut être plus difficile à trouver. Merci. The next question is, other than La disease question activity or suivante. flare, Mis what à can part improve des fecal activités de la calprotectin? maladie ou d'une poussée, qu'est-ce qui peut augmenter la calprotectine fécale? C'est une bonne question. On sait que le niveau de calprotectine augmente lorsqu'il y a de l'inflammation dans les intestins. L'autre élément qu'on pense, c'est que si ce n'est pas de la MII, il y a une infection qui est présente. Alors, c'est pas
Ce qu'on croit, c'est que chez certaines personnes et avec certains médicaments, comme par exemple le NSAID, comme l'ibuprofène ou le naproxène, qui pourraient faire élever les niveaux, mais pas de manière significative. Donc, il y a les inhibiteurs si les niveaux de calprotectine fécale sont significativement élevés et que quelqu'un a des symptômes suggestifs de poussée, alors on ne penserait pas que c'est les médicaments, on penserait que c'est soit la maladie en elle-même qui est active ou qu'il y a une infection. S'il y a une préoccupation que c'est quelque chose d'autre, alors à ce moment, on arrête l'autre chose et on répète la calprotectine. Mais je dois le dire, c'est presque toujours soit de la maladie en soi ou qu'il peut y avoir une infection qui est présente. La prochaine question est quelle est la définition d'une poussée? Donc, cliniquement, est-ce basé sur les symptômes ou les niveaux de calprotectine fécale? C'est probablement basé, c'est des chiffres qui sont basés sur les deux. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un test, d'un échantillon fécal. Ici, c'est un indicateur objectif. Donc, si quelqu'un a des nouveaux symptômes, alors juste pour documenter que c'est quelque chose d'autre, alors il y a d'autres éléments, d'autres choses qui peuvent causer des symptômes, qui pourraient imiter une poussée. Donc, des nouveaux médicaments qui ont été commencés, ou ça peut être certains médicaments qui peuvent causer la diarrhée, ou ça peut être la présence de stress ou d'anxiété qui peut amener des symptômes et qui peuvent également provoquer une poussée, mais qui peuvent également mener à des symptômes sans avoir de MII active. Donc, il n'y a pas de seuil spécifique qui pourrait définir une poussée, si c'est quelqu'un qui a une poussée ou non. Donc, c'est typiquement une augmentation des symptômes qui est une augmentation des selles ou de douleurs abdominales, qui peut être la présence de sang de calprotectine dans la calprotectine fécale, qui peut aider à différencier, faire la différence entre une inflammation active ou de quelque chose d'autre. Mais c'est pas nécessairement la calprotectine fécale qui est généralement, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc, les essais cliniques tendent à utiliser le chiffre de 250. Donc, n'importe quoi qui est plus bas que 250 est considéré comme normal. Il y a beaucoup de questions sur la calprotectine fécale. Alors, prochaine question. Donc, la calprotectine fécale est-elle un bon outil pour surveiller le statut de rémission et à quelle fréquence devrait-on l'utiliser? Absolument. Donc, la calprotectine fécale est une manière fantastique de surveiller la rémission. Comme je l'ai mentionné, c'est préférable de surveiller la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn si quelqu'un est atteint de la maladie de Crohn. Et même s'il a une maladie active, la calprotectine fécale n'a pas augmenté. Alors, on ne pourrait pas l'utiliser parce que ça ne va pas être aussi élevé que s'il avait une maladie active. Ceci dit, si ça augmente et qu'ils ont une maladie active pour la maladie de Crohn dans l'intestin grêle, je l'utiliserai pour surveiller la rémission, mais c'est un test qui est beaucoup mieux qui est meilleur pour la colite ulcéreuse et ça devrait être utilisé pour surveiller l'état de rémission. C'est un peu, il faut y aller au cas par cas. Typiquement, si quelqu'un se sent bien, on pourrait dire chaque 6 mois, mais quelques médecins préfèrent à chaque 3 mois s'il y a des changements de traitement ou d'autres raisons, ou qu'une personne est en rémission depuis des années. Alors, certains gastro-entérologistes pourraient seulement l'exiger une fois par année des fins de suivi. Donc, c'est du cas par cas. La prochaine question est, pour la maladie de Crohn limitée à l'intestin grêle, l'échographie peut-elle être utilisée efficacement pour évaluer l'activité de la maladie, suivre la réponse au traitement et détecter des complications? Si oui, pourquoi est-elle pas proposée comme alternative plus simple à l'endoscopie par capsule vidéo? L'échographie est définitivement un nouveau traitement excitant qui est disponible pour la maladie de Crohn à l'intestin grêle. Il y a encore de la recherche qui est en cours sur comment et quand elle devrait être utilisée, mais les données qui sont disponibles montrent que c'est excellent pour aider les gens qui sont atteints de la maladie de Crohn. Pourquoi est-ce que ce n'est pas offert comme alternative? Alors, je crois que c'est une excellente question de politique et j'aimerais bien qu'on ait plus de ressources à notre disposition.
Mais dans certains centres et de la façon que les choses sont maintenant, c'est pas disponible partout de manière générale. Que signifie un diagnostic de MII inclassable? On m'a dit que cela ne signifiait ni la maladie de Crohn ni la rectocolite hémorragique. Donc, une MII inclassable est en fait, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques tant de la maladie de Crohn que de la colite ulcéreuse. Alors, typiquement, c'est seulement dans le côlon, mais s'il y a une inflammation de l'intestin grêle, par définition, c'est la maladie de Crohn et pas une colite ulcéreuse. Mais s'il y a des caractéristiques de colite ulcéreuse qui ne sont pas typiques et qui a certaines caractéristiques de la maladie de Crohn, le gastro-entérologiste pourrait tout simplement apposer l'étiquette de MII inclassable par opposition à la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Donc, ça ne change pas nécessairement le traitement, c'est approximativement la même chose. Ça ne va pas nécessairement changer le traitement ou le pronostic, mais je crois que le diagnostic absolu est un peu un mystère ici. Donc, avec le temps, on peut soit déclarer que ça va être soit la maladie de Crohn ou que ça va être un autre élément, mais le traitement ne sera pas différent. Alors, quelle est la précision des tests de calprotectine fécale? Excellente question, et la précision est très élevée. La sensibilité et la spécificité, ce sont des termes statistiques que nous utilisons dans certains tests pour déterminer s'il y a de l'inflammation ou non. Donc, c'est plus de 90%. C'est très élevé pour la colite ulcéreuse. Mais c'est très, très précis, surtout pour la maladie de Crohn dans l'intestin grêle, mais c'est très précis. Donc, ça peut parfois être élevé, comme on peut le voir parfois. Alors, vous pourriez répéter le test et si c'est toujours élevé, alors c'est la place où vous voudriez probablement faire une endoscopie et voir s'il y a de l'inflammation à cet endroit. De manière alternative, si quelqu'un se sent un peu faible et a des symptômes mais que les niveaux de calprotectine sont normaux, alors on pourrait procéder à une coloscopie parce qu'il y a cette non-concordance entre les symptômes et les niveaux de calprotectine. Alors, c'est là où on veut procéder à des tests supplémentaires pour voir s'il y a vraiment de l'inflammation ou non. Donc, la calprotectine fécale est un bon guide, mais ce n'est pas un remplacement pour l'endoscopie. Mais c'est effectivement, ça permet c'est un bon indicateur pour voir s'il y a de l'inflammation. Prochaine question est la suivante. Comment puis-je défendre mes besoins concernant d'autres symptômes de la MII que beaucoup de gastro-entérologues semblent négliger, comme la santé mentale, la perte de cheveux ou des picotements dans les doigts, alors que l'attention semble se concentrer uniquement sur le segment ou la fréquence des selles? Je crois que c'est une excellente question. Il y a beaucoup d'éléments dans la MII qui se posent à l'extérieur des intestins. Comme par exemple, nous savons que la santé mentale est extrêmement importante et que les niveaux de stress et d'anxiété et que les troubles de santé mentale sont plus élevés chez les personnes atteintes de MII. Et comme cette personne l'a mentionné, il peut y avoir d'autres symptômes également. Donc, c'est important de toujours le mentionner. Si le gastro-entérologue n'écoute pas ou qu'il ne demande pas à d'autres membres de l'équipe des soins de santé, que ce soit un nutritionniste, que ce soit un diététicien ou un fournisseur de services de santé mentale. Alors, ils peuvent aider parfois à naviguer d'autres choses, d'autres éléments que les symptômes qui sont présents. Des médicaments. Donc, la question est un peu différente, mais je crois que la question essentiellement est quel est l'avenir à court, moyen et long terme de la médecine, les effets secondaires? C'est une excellente question. La réponse courte est je ne le sais pas parce que ce n'est pas ici encore. Il y a beaucoup de recherches qui essaient de comprendre, de découvrir comment on peut personnaliser la thérapie pour les gens. On l'a vu en oncologie, ils font des tests pour certains récepteurs et les oncologues vont utiliser la chimiothérapie et
Et nous allons voir pour voir à quoi les gens répondent, mais on n'a pas vu encore de vraiment grandes découvertes dans les MII encore. Donc, il y a beaucoup de recherches, alors que ce soit un élément dans le sang, un test sanguin ou même dans les selles. Donc, s'il y a une sorte de signature bactériologique, on n'est pas encore là, mais je reste positif que ça s'en vient. C'est tout simplement qu'on n'a pas encore ces réponses pour l'instant. J'aimerais comprendre mieux comment la nicotine interagit avec la rectocolite la colite ulcéreuse. J'ai eu beaucoup de succès avec un type de nicotine pour contrôler l'inflammation, mieux qu'avec les médicaments que je prenais avant. C'est un excellent commentaire. Alors, la nicotine, on a découvert que la nicotine aide avec la colite ulcéreuse. Donc, le tabagisme peut offrir une certaine protection contre la colite ulcéreuse. Et même à l'inverse, le tabagisme est horrible pour la maladie de Crohn. Donc, on ne sait pas pourquoi la nicotine pourrait avoir certaines propriétés anti-inflammatoires, mais certainement pas pour la maladie de Crohn. Mais on pense que la nicotine peut libérer de l'oxyde nitrique et que ça peut aider les muscles à relaxer, donc à relaxer le côlon et que ça pourrait aider de cette façon les symptômes. Alors, on sait que les gens qui fument et arrêtent de fumer courent des risques accrus de colite ulcéreuse comparés aux gens qui continuent de fumer. Mais bon, nous ne recommanderions jamais de fumer comme traitement. Intéressant. Quels résultats d'analyse sanguine les patients devraient-ils surveiller même s'ils ne sont pas alarmants au premier abord? Vous savez, les analyses sanguines que nous avons discutées plus tôt aujourd'hui sont très importantes. Donc, c'est l'hémoglobine et les globules blancs, les nombres de ces cellules, donc la ferritine, qui est un indicateur de fer. Et c'est bon pour voir si quelqu'un manque de fer ou non. Je crois que l'albumine est un test sanguin important parce qu'il devrait être normal, mais s'il est faible, alors ça pourrait être un indicateur qu'il y a une inflammation chronique. Et nous avons parlé de la protéine C-réactive également. Donc, ce sont vraiment les tests principaux qui devraient être effectués en matière de tests sanguins, d'analyse sanguine. Que faire si les tests montrent une rémission endoscopique, mais que le gastro-entérologue minimise les symptômes extra-intestinaux comme la fatigue extrême? Malheureusement, c'est très prévalent dans les MII et c'est présent chez environ la moitié des gens qui sont atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Et c'est toujours important d'essayer de trouver la cause sous-jacente. Alors, bon, il y a de l'inflammation active qui peut être la cause de fatigue. On devrait toujours limiter des déficiences nutritionnelles, donc du fer qui est faible, la B12. Donc, ces tests devraient être effectués également, et même avec d'autres maladies coexistantes, comme la maladie de la glande thyroïde, qui devraient être évaluées. Et si tous ces éléments sont normaux, alors, comme je l'ai mentionné, des maladies mentales, de santé mentale et des troubles de santé mentale, du stress, de l'anxiété, qui sont beaucoup plus prévalents dans le MII, qui peuvent causer de la fatigue. On sait que, par exemple, le fait de bien dormir ou d'avoir une bonne hygiène chez des personnes qui ne dorment pas assez, ça peut causer de la fatigue. Les médicaments en eux-mêmes peuvent provoquer de la fatigue comme effet secondaire. Et après une évaluation exhaustive et qu'on ne trouve pas de cause, malheureusement, la fatigue peut toujours être présente chez les personnes avec la MII et ça peut être un symptôme très frustrant. C'est une question en deux parties. La première est-il possible que la MII soit mal diagnostiquée même après les tests principaux? Et la deuxième question étant, pourquoi continuer à faire des tests de routine comme le sang, l'urine et les selles en rémission si on se sent bien? Est-ce qu'on peut avoir un mauvais diagnostic pour le MII? Alors, c'est difficile de savoir qu'est-ce que cette situation spécifique pourrait être. Donc, il y a des éléments qui ressemblent à la MII, qui sont plus prévalents chez les personnes âgées, qui imitent la MII.
Donc, on sait que si quelqu'un est atteint ou présente d'autres causes d'inflammation dans le côlon, comme il y a l'ischémie ou un flux sanguin réduit, ou si quelqu'un a subi de la thérapie par radiation, ou par exemple, le cancer de la prostate ou le cancer cervical, ça peut également causer des changements dans le côlon et causer de l'inflammation. Ça peut être bénin, comme par exemple des abcès qui sont plus communs courants chez les personnes âgées, mais il peut y avoir de l'inflammation dans ces environnements. Donc, la diverticulosis qui peut être un type de colite. Donc, chez les personnes âgées, ça peut être difficile de diagnostiquer la MII ou d'obtenir un mauvais diagnostic. Et comme pour la deuxième question, j'espère que j'ai bien répondu. Donc, pourquoi les tests de routine sont nécessaires durant la rémission? C'est que on sait que même si quelqu'un se sent bien, il y a une chance qu'il y ait une inflammation en cours et que le fait de laisser cette inflammation dans le système gastro-intestinal sans être surveillé pourrait mettre cette personne à plus haut risque de complications. Donc, une inflammation chronique, peu importe où dans le corps, mais surtout dans le système gastro-intestinal, est un facteur de risque pour le cancer. Alors, même dans l'intestin grêle, on peut voir un cancer de l'intestin grêle. C'est rare, mais on peut voir que les risques sont plus élevés chez les gens atteints de la maladie de Crohn, surtout ceux qui ont de l'inflammation dans le côlon. C'est un facteur de risque pour le cancer. C'est pourquoi les gastro-entérologues continuent d'effectuer ces tests et même changer de thérapie en raison de la rémission clinique si c'est seulement la moitié de la lutte, de la bataille. Donc, si on veut réduire cette inflammation pour réduire les complications à long terme. La prochaine question demande d'informations sur la validité de la calprotectine en contexte de constipation. Et la deuxième partie est si la calprotectine est élevée et que le patient a une infection, combien de temps vous recommanderiez pour refaire le test? Excellente question. En ce qui concerne la constipation, ça ne devrait pas avoir un effet important sur la calprotectine. Mais parfois, ça peut arriver, comme si on sait que quelqu'un est atteint de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Ça ne devrait pas avoir un grand effet sur la calprotectine pour en faire en sorte un mauvais indicateur d'inflammation gastro-intestinale. Alors, c'est toujours valide si quelqu'un a de la constipation. On peut toujours faire ce test. Si c'est élevé et qu'on découvre que ça provient d'une infection, alors, il n'y a pas de quantité de temps approprié pour attendre. On veut que cette infection disparaisse. Et une fois que les symptômes redeviennent normaux, peut-être attendre quelques semaines et répéter ce test, donc ça devrait être correct. La prochaine question est, est-ce qu'on a toujours une colite si la majeure partie de l'intestin a été retirée, qu'on a une poche, donc une stomie? C'est une bonne question. Si quelqu'un a une colectomie, qui veut dire qu'on a retiré le côlon et qu'ils ont une iléostomie, qui est là où l'intestin grêle qui connecte au stomac. Donc, une façon de le voir, c'est la colite ulcéreuse a été guérie parce que le côlon n'est plus là. Donc, une personne pourrait ne pas avoir de colite, mais elle pourrait toujours avoir une MII, si ça fait du sens. Donc, il peut toujours y avoir des complications de colite ulcéreuse. Donc, on sait que les gens qui en sont atteints peuvent avoir une inflammation de la peau, dans les jointures, dans les yeux. Et donc, si quelqu'un subit une colectomie, ils ne vont pas avoir de colite, mais la MII est toujours là et peut toujours causer des problèmes. Une autre question sur la fatigue. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire contre la fatigue persistante? Excellente question. La fatigue est un symptôme très frustrant, comme je l'ai mentionné. C'est important que d'autres causes potentielles de fatigue soient examinées et de ne pas les ignorer. De ne pas ignorer les aspects de la nutrition, comme je l'ai mentionné, le fer, la maladie B12 et d'autres tests nutritionnels. Même le simple fait d'avoir de la maladie de Crohn et d'être en rémission peut causer de la fatigue.
Mais les symptômes de santé mentale sont toujours importants de s'assurer quelles pourraient être les causes sous-jacentes. Parce que la fatigue en elle-même peut causer de la fatigue. Et le sommeil, la qualité du sommeil peut causer de la fatigue, certainement. Et même avec la technologie qui cesse de croître, avec les téléphones intelligents, les ordinateurs qui sont toujours activés, ça peut contribuer à une mauvaise qualité de sommeil. Et je crois que ces éléments devraient être examinés. Mais malheureusement, la fatigue persistante est un symptôme frustrant une fois que ces éléments ont été éliminés. Donc, c'est la dernière question que nous avons reçue à travers le formulaire. Mais, Dr. Schaefer, si ça va avec vous, on a reçu quelques questions pendant le séminaire. Il reste environ 10 minutes. Si ça vous va, je vais essayer de les voir. Est-ce que vous vouliez brièvement parler du rôle des transplantations fécales de microbiales ou pour la C'est une excellente question. Donc, la transplantation fécale, c'est de la transplantation où on utilise les selles de quelqu'un d'autre et on les introduit dans le côlon d'une autre personne. Ça a été démontré d'être très, très utile pour les personnes qui ont une infection récurrente de c'est difficile. Et comme on en a parlé de cette infection, typiquement, après qu'une personne passe sur les antibiotiques, ça peut avoir un effet sur le microbiome et sur le C difficile peut alors rapidement se reproduire et causer une infection. Et chez ces personnes, si on transplante des selles qui proviennent d'une autre personne, donc les taux de guérison vont au-delà de 90%. Et on a montré que ça, c'est bénéfique. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être bénéfique dans la colite ulcéreuse? On sait que le microbiome est différent chez les personnes qui ont une colite ulcéreuse. Donc, en fait, un microbiome qui est en santé est très divers. Et plus il y a une variété de bactéries qui est présente, c'est le mieux la situation est. Et les personnes qui sont atteintes de colite ulcéreuse et avec inflammation, donc on voit qu'il y a une moins bonne diversité de bactéries. Donc, est-ce que le changement de bactéries dans les intestins produit l'inflammation ou est-ce que l'inflammation produit alors un microbiome qui est moins diversifié? Et donc, le processus a été de transplanter, de faire la transplantation chez quelqu'un qui a un microbiome sain, de la transplantation vers quelqu'un qui a la colite ulcéreuse comme étude de traitement. Donc, ça a montré une amélioration par rapport à des placebos, mais pas suffisamment. Donc, c'est pas courant maintenant. Donc, c'est encore dans la phase d'étude. Et l'une des raisons est que ce n'est pas tous les microbiomes qui sont égaux. Donc, ils sont toutes différentes. Il pourrait y avoir des gens qui ont des meilleurs microbiomes. On ne le sait pas encore. On ne sait pas ce qu'est la signature, quelle sorte de bactéries, parce qu'il y en a des milliards et des milliards dans notre côlon. Il y en a encore dans notre corps. Il y a beaucoup plus de cellules. Donc, c'est très complexe. Je vais dire qu'il va y avoir des études qui vont évaluer la transplantation fécale, non pas comme monothérapie en soi, mais en conjonction avec les éléments biologiques. Si, par exemple, quelqu'un avec le Tivio ou un autre élément biologique, y a-t-il une différence avec l'utilisation d'une transplantation fécale en combinaison avec cette thérapie? Je ne crois pas que la transplantation fécale en soi s'est démontrée comme utile en tant que traitement en soi, mais peut-être en combinaison avec d'autres éléments biologiques, c'est peut-être meilleur que l'élément biologique en soi. C'est très fascinant parce que pour le microbiome, c'est un peu comme le Far West, et nous apprenons que chez les gens qui ont le cancer, qui commencent l'immunothérapie, donc qui attaquent les cellules cancéreuses chez les gens qui commencent l'immunothérapie, et ces gens n'ont pas reçu de transplantation fécale. Et pourquoi ça affecte leur thérapie de cancer? On ne le sait pas vraiment.
Mais ce qu'on sait, c'est que la bactérie dans nos intestins influence notre système immunitaire. Et c'est analogue aussi à la colite ulcéreuse, peut-être. Donc, le fait d'utiliser une transplantation fécale en conjonction avec l'aspect biologique, peut-être un élément qui est utilisé éventuellement. Donc, on est encore en train d'étudier tout ça. On sait qu'il y a probablement un rôle qui se joue quelque part, mais on ne sait pas où ce rôle se joue encore. Je vais maintenant combiner deux questions semblables qui sont entrées, qui concernent la préparation pour une coloscopie. Elle demande, est-ce qu'une préparation complète est toujours requise? Pourriez-vous partager des mises à jour? Y a-t-il des mises à jour ou d'améliorations qui sont disponibles pour ce processus? J'aimerais avoir une meilleure réponse parce que je sais que c'est toujours la partie la plus difficile et la plus frustrante pour les patients, et de boire le gallon de laxatif. Il y a des alternatives pour certaines personnes, comme le Picosalax, mais il faut quand même boire beaucoup de fluides. Ça peut être comme du Gatorade ou du jus ou de l'eau, mais ce n'est pas approprié pour les gens qui ont des problèmes cardiaques ou une maladie des reins. Alors, il y a des études qui touchent les volumes plus faibles, comme 2 litres de liquide préparatoire, comparativement à 4 litres. Et je participe à une de ces études maintenant. Cette étude voit la moitié du volume de préparatoire chez les gens avec le MII. Alors, il y a des études qui l'évaluent. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est toujours requis une préparation complète. Donc, il y a des preuves qui montrent que moins pourrait être aussi efficace. Alors, par curiosité, comment ça pourrait prendre pour avoir les résultats de cette étude et avant qu'il soit mis en œuvre dans les soins cliniques? Donc, peut-être 1 année ou 2. Donc, nous espérons avoir terminé l'étude bientôt. Ça pourrait pas être approprié pour tout le monde, surtout s'il y a eu de la mauvaise préparation ou les gens qui sont atteints de constipation, qui ont besoin davantage de préparation. Mais nous espérons au cours des prochaines années que ça pourrait être une option pour les gens qui se préparent à une coloscopie. C'est toujours la partie la plus difficile et je comprends pourquoi les gens ne veulent pas répéter le processus. Une autre question que nous avons eue. Qu'est-ce qu'une bonne valeur de calprotectine fécale chez quelqu'un qui montre une réponse aux médicaments? Et je crois que la partie intéressante est de demander si la valeur est la même pour les adultes par rapport aux adolescents. C'est une excellente question. Chaque médecin pourrait interpréter ces éléments différemment. Donc, certaines personnes peuvent avoir une base de référence en ce qui constitue leur niveau normaux de calprotectine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la réponse facile, c'est 250 et moins que ça, c'est normal. Ceci dit, notre objectif est vraiment de le faire descendre aussi bas que possible. Alors, si quelqu'un a un niveau qui est impossible de détecter ou de moins de 100, c'est idéal. Mais c'est peut-être pas possible chez tout le monde. Alors, on utilise le seuil de 250 qui est semblable, pour autant que je sache, c'est les gens de tous les âges. Mais ça peut être utilisé simplement comme un indicateur. Donc, si une personne a un nombre de calprotectine fécale de peut-être 3000, il commence le traitement et le prochain est 500. Donc, cette valeur en elle-même nous montre qu'on se dirige dans la bonne direction. Donc, ça doit toujours être placé dans le bon contexte. La prochaine question est, pouvez-vous parler plus des abcès et des fistules et comment on peut les prévenir? Est-ce que c'est seulement avec un traitement ou y a-t-il des traitements spécifiques pour les abcès? C'est une excellente question. Pour autant qu'on le sache, le traitement d'un abcès est généralement de l'égoutter
ou de l'enlever avec une chirurgie. Donc, s'ils sont petits, parfois on va utiliser des antibiotiques. On peut les prévenir. Il y a une étude il y a quelques années qui a montré à une de nos conférences que les gens qui sont atteints de maladie de Crohn, qui sont sur un traitement agressif et qui font descendre leur inflammation, sont moins susceptibles de développer des fistules et des abcès comparativement à des gens qui sont atteints d'une inflammation persistante. Alors, comme je l'ai mentionné, de donner le bon traitement aux gens et de contrôler leur maladie de Crohn est la meilleure façon de prévenir le traitement de fistules et d'abcès. D'accord. Alors, je vais prendre seulement 2 autres questions parce que le temps est presque terminé. Et je crois que ça pourrait être utile pour les personnes qui participent aujourd'hui. La première question est, en ce qui concerne la calprotectine fécale, pour éviter une coloscopie, est-ce que vous avez des lignes directrices sur quelle fréquence on devrait subir cette coloscopie pour vérifier la présence de polypes pour enrayer le cancer étant donné les risques accrus? C'est une excellente question. Quand j'ai mentionné que la calprotectine fécale peut être utilisée pour éviter la coloscopie, c'est typiquement lorsqu'on veut s'assurer que le côlon est guéri. Alors, quand on commence le traitement, on veut confirmer que le traitement fonctionne. Et alors, plutôt que de procéder à une coloscopie dans 6 mois, c'est ce qu'on faisait avant historiquement, alors disons que si quelqu'un a une valeur de calprotectine fécale normale et dans 6 mois, on peut éviter une coloscopie pour confirmer que le système gastro-intestinal est guéri. Quelle était la seconde partie pour éviter la coloscopie pour la détection des polypes? Malheureusement, ça ne va pas passer. Donc, on sait que le risque de dysplasie ou de cancer du côlon augmente après 8 ans, 8 ans après le diagnostic de colite ulcéreuse. Et c'est là où la coloscopie entre en jeu. En termes de fréquence, ça va varier en fonction de la gravité de la colite et de son activité. Donc, il y a des gens qui sont en rémission depuis des années, qui n'ont pas eu d'inflammation pour peut-être 20 ans. Donc, on pourrait faire une coloscopie chaque 3 ans ou même chaque 5 ans. Mais à l'inverse, si quelqu'un a eu beaucoup d'inflammation, qui a requis beaucoup de prednisone et cette personne a eu de la difficulté à rester dans l'état de rémission, alors peut-être on pourrait vouloir le faire plus fréquemment, comme chaque 2 ans, parce qu'on sait que le risque de polype et éventuellement de cancer est accru comparativement à lorsque le côlon est guéri. Alors, ça dépendra cliniquement. Cette fréquence de coloscopie va dépendre de l'histoire de dysplasie ou de polypes précancéreuses et du retrait. Donc, ces personnes vont être surveillées plus fréquemment. Et la dernière question, si la calprotectine fécale est très basse et les symptômes cliniques sont résolus, et que la mucosité est guérie, confirmée par endoscopie, est-ce que c'est sage de diminuer la médication ou devrait-on continuer et maintenir la rémission? C'est une excellente question. J'ai fait un peu de travail dans ce domaine et essentiellement, on l'appelle la désescalade. C'est une excellente question parce que chez quelques patients, on s'en va en rémission, mais il pourrait ne pas avoir de thérapie. Et pour une raison quelconque, ça déclenche une inflammation à un certain point, elle n'est plus là. On sait que certaines personnes peuvent arrêter la thérapie et bien se porter pendant de nombreuses années. Donc, je suis d'accord. Avant même de discuter de la désescalade, on veut s'assurer que la MII est en état de rémission. On sait que plus une personne est en rémission longtemps, meilleure leur chance est de mettre fin à la thérapie. Donc, si quelqu'un est en rémission depuis 3 mois, alors non, je ne recommanderais pas d'arrêter la thérapie par opposition à quelqu'un qui a été en rémission depuis des années. Alors, à ce point, on peut tenir la discussion. Je suis d'accord, on devrait faire une coloscopie à ce moment, peut-être une endoscopie par capsule ou de l'échographie pour s'assurer que l'intestin grêle
s'il n'y a pas de maladie dans l'intestin grêle, pour voir s'il avait des niveaux élevés de calprotectine fécale qui se sont normalisés dans les tests. Alors, c'est là où la discussion peut être tenue. Ces thérapies sont accompagnées d'un risque très sécuritaire à long terme. Donc, en matière d'effets secondaires, on sait qu'il y en a qui sont présents et qui sont très faibles. Mais donc, il y a un risque à désescalader, à réduire la thérapie. Alors, parfois, ça peut signifier d'arrêter les médicaments complètement. Parfois, ça peut signifier réduire la quantité que vous prenez. Alors, chez certaines personnes qui sont atteintes, par exemple, de MII, s'ils sont sur le infliximab, ils sont sur une dose très élevée chaque 4 semaines. Peut-être si vous descendez à chaque 6 ou 8 semaines. Donc, on n'arrête pas la médication, on fait seulement que diminuer la quantité. Et chez certaines personnes qui sont en combinaison avec l'azithromycine, qui est une pilule, et qui prennent peut-être adalimumab, qui est un anti-TNF injectable, après une année ou deux, peut-être on peut arrêter l'azithromycine et continuer avec l'adalimumab. Alors, ce sont des manières de réduire la thérapie sans arrêter complètement les médicaments. C'est une bonne discussion. Donc, certaines personnes pourraient vouloir prendre un congé de médicaments et arrêter la thérapie complètement. Donc, s'ils sont sur infliximab, ils vont vouloir arrêter complètement et je crois que c'est raisonnable chez certaines personnes. Ceci dit, il y a certaines études qui nous ont montré qu'après quelques années, il y a une grande partie de ces gens qui vont avoir des inflammations. Et c'est un risque que ça ne fonctionnera pas dans le futur si on recommence les médicaments. Alors, chez 20 à 30 de ces personnes peuvent essayer de recommencer l'infliximab et ça ne va pas fonctionner. Donc, il doit y avoir une discussion sur les inflammations, et comme par exemple, ça pourrait demander du prednisone et puis retourner sur la même thérapie pourrait ne pas fonctionner. Donc, la chance est très faible que ça va fonctionner. Alors, c'est très important de tenir cette discussion, que la personne mentionnée est en rémission, qu'il n'y a pas d'inflammation. On sait que s'il y a de l'inflammation et que vous arrêtez la thérapie, alors il va y avoir des poussées. Et même si vous voulez arrêter la thérapie, c'est raisonnable et c'est une option qui devrait être discutée, surtout si le patient sait qu'il y a des risques d'arrêter les médicaments, qu'il y a des chances de pousser. Parfait. Alors, ceci conclut la séance de questions et réponses. Merci beaucoup, Dr. Schaeffer, pour les avoir prises, pour y avoir répondu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous vous remercions énormément. Avant de quitter, si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de soutien, alors envoyez-nous un courriel à learn@crohnsandcolitis.ca. Et vous pouvez également suivre Crohn & Colitis Canada sur les plateformes de médias sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci aux interprètes. Et merci encore une fois à Dr. Schaeffer. J'espère que tout le monde va avoir une nuit agréable. Prenez soin de vous. Au revoir.